L'orateur pense et la parole suit. Cette phrase est de saint Augustin. Pour lui, un orateur est donc avant tout un penseur qui s'exprime. Mais que veut dire s'exprimer et comment s'exprimer? Mesdames et messieurs, bienvenue à ce colloque sur l'art oratoire. À travers les interventions de 3 personnes, je vais essayer de vous montrer que l'art oratoire est extrêmement varié et qu'il y a 1000 manières d'utiliser la parole pour dire ce que l'on a à dire. Ces 3 personnes vont chacune nous montrer une forme d'expression orale, dont je vous laisserai analyser vous-même les forces et les faiblesses. Notre premier invité est sénateur, engagé en politique depuis de nombreuses années, et je lui laisse tout de suite la parole afin qu'il nous montre les caractéristiques du discours politique. Merci. Qu'est-ce que l'art oratoire? Vaste question. Je ne vous ferai pas l'historiographie de l'art oratoire, je ne citerai pas Isocrate, Cicéron et les rhéteurs antiques, je n'appellerai pas à mon secours les grands hommes politiques et les discours de Malraux, de Clémenceau ou du général de Gaulle. Je ne vous montrerai pas comment, à travers l'histoire militaire, une syntaxe percutante, une tournure de phrase exaltante ou une exhortation galvanisatrice ont permis de gagner de nombreuses batailles. Je ne parlerai pas non plus des sportifs de haut niveau et des grands compétiteurs de ce monde, hommes et femmes dont le triomphe ou l'échec repose parfois sur la seule capacité de leurs proches à trouver les bons mots au pied du ring ou de la montagne à gravir. Je pourrais faire tout cela, mais je ne le ferai pas. Non. Car je pense que le discours politique doit d'abord se donner pour devoir de dire les choses directement et sans détour. Je crois que les Français réclament avant tout de la clarté et de la transparence. Nous n'avons pas besoin d'entendre 100 fois les mêmes choses dites et redites de façon toujours plus ampoulée pour cacher le cruel manque de fond du discours. L'effarante complexité de certains discours tortueux, louvoyants, au vocabulaire hasardeux dont l'objet se dissimule derrière de longues palabres digressives, torturent du même coup les esprits et les mots. Nous avons besoin de simplicité, nous avons besoin de rigueur, nous avons besoin de compréhension. Nous devons apprendre à dire les choses en un mot. En un mot, je dirais que l'art oratoire doit être un vecteur du rassemblement. Merci beaucoup. Alors, notre second participant est un tout jeune homme qui s'exprime à travers une poésie urbaine, très contemporaine, encore méconnue et boudée à cause de sa singularité, et que l'on appelle le slam. Tout de suite, notre prochain participant. L'art oratoire a 1000 formes, mais ce qu'il faut, c'est toucher les âmes. Je ne sais pas écrire selon les normes, alors ce soir, je pose un slam. Mon art oratoire à moi, c'est l'art des bars et des trottoirs, une musicalité sans notes qui illumine mes nuits noires. C'est pas des vers, il y a quelques rimes, mais c'est des rythmes, des ressemblances. Dans les bouquins de figures de frime, on appelle ça des assonances. C'est pas du hip-hop ni du rap, mais c'est quelque chose qui coule de source. Ça t'enveloppe dans ton canapé quand t'as besoin de sonorités douces. L'art oratoire a 1000 formes, mais ce qu'il faut, c'est toucher les âmes. Je sais pas écrire selon les normes, alors ce soir, je pose un slam. Mon art oratoire à moi, c'est pas trop une matière d'école. Mais quand tes mots décollent et s'envolent loin du sol, du sel, du sale, des salons, des salades, des sales cons, des malades et des folles, alors ils deviennent des amis, des vrais, de ceux qui sont toujours là, ceux que t'as juste besoin de voir, ceux à qui suffit ton silence. Patron, s'il vous plaît, 2 Ricard, j'ai retrouvé mon ami d'enfance. L'art oratoire a 1000 formes, mais ce qu'il faut, c'est toucher les âmes. Je sais pas écrire selon les normes, alors ce soir, je pose un slam. Mon art oratoire à moi, c'est pas grave si vous l'aimez pas. C'est pas le plus beau, il vaut ce qu'il vaut. Je suis pas Rimbaud, mais je suis schizo et je fais ce qu'il faut pour m'y retrouver. Parce que je sais pas faire autre chose, parce que ça me fait frissonner, parce que je défends aucune cause et que j'aime bien vous en parler. Alors je vous en voudrais pas si une fois que j'aurai terminé, quand je vous demanderai t'en penses quoi, vous me dites t'aurais dû la fermer. Merci beaucoup. Notre troisième et dernier participant à ce colloque est un homme de lettres, écrivain, essayiste et critique littéraire. Il est spécialiste de Jean de La Fontaine. Voyons ce qu'il a à nous dire sur l'éloquence. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire ce soir une analyse de l'éloquence à travers les âges. D'autres l'ont fait avant moi et mieux que moi. Non, j'ai prévu quelque chose de plus simple, de plus modeste. Voilà, j'ai essayé tout simplement d'imiter mon modèle, Jean de La Fontaine, à travers une petite fable que je vais vous faire écouter maintenant et qui s'appelle La pie et la chouette. L'aigle majestueux, roi des bêtes zélées, affichait ce matin une mine sinistre. Au milieu de la nuit, par la fièvre échauffée, il avait vu mourir son cher Premier ministre. Ah, il va me manquer, quel admirable oiseau, fidèle en toutes choses, humble et grand travailleur. Mais je dois sur le champ en trouver un nouveau. Pour le bien du royaume, arrêtons là les pleurs. Alors, à tire-d'aile et avec grande escorte, il parcourt les forêts, les plaines et les monts en quête d'un ministre. Un jour, le vent l'emporte dans un bois isolé au milieu du Piémont. Il convoque sans tarder chacun des volatiles qui se pressent en nuée depuis les alentours. Mais tous sont arrogants, ambitieux, mercantiles. Pas un ne veut servir, tous recherchent la cour.
Parmi eux, une pie s'avance fièrement. Elle avait dépassé dans la file une chouette qui ne proteste pas et se tient là pendant que l'oiseau jacasseur commence ses pirouettes. Pendant plus de 2 heures, elle s'adresse au roi, vantant tous ses mérites, ses talents d'orateur, son ardeur à crier fort et sur tous les toits qu'elle adore l'État comme le Créateur. Le peuple s'impatiente, elle prend trop de place, on ne peut la faire taire, elle bondit ça et là. Mais le roi semble aimer l'énergie de l'agace et songe maintenant à en faire son bras droit. L'or, l'oiseau de Minerve, jusqu'ici silencieux, s'avance à petits pas jusqu'aux pieds de l'aigle. Elle parle doucement, d'un ton respectueux, et en 2 ou 3 phrases, elle fait taire l'espiègle. Sire, je ne sais pas négocier mieux qu'un autre, ma voix n'est que nocturne, j'ulule dans les bois, mais je donnerai ma vie pour protéger la vôtre, je sacrifierai tout pour l'amour de mon roi. Mais cette affection ne convainc pas le prince, tout subjugué qu'il est par les bavarderies de l'autre oiseau, hélas, et quittant la province, s'envole à ses côtés la détestable pie. Las, les gouvernements sont ainsi fabriqués, on nomme ceux qui ont la plus bruyante audace, et les fidèles sont ceux qu'on n'entend pas parler, tandis que les vantards ont les meilleures places. Je vous remercie. Très bien. Alors, je vais maintenant conclure ce court colloque. Merci à tous pour votre participation. Je voudrais commencer en vous disant que, pris par le temps, je n'ai pu convoquer ici que 3 formes d'expression, mais que pour bien faire, il aurait fallu inviter aussi un professeur, un acteur de théâtre, un avocat, un humoriste, un amoureux transi, un chanteur, et même un homme comme vous et moi, un homme sans rien d'exceptionnel. Tous, à notre manière, nous utilisons la parole pour convaincre, séduire ou poétiser, et l'éloquence est une réalité bien trop large pour être embrassée dans son ensemble, c'est pourquoi elle est si passionnante. J'ai commencé avec Saint-Augustin et je terminerai avec Goethe qui disait que le meilleur de nos convictions ne peut se traduire par des paroles, le langage n'est pas apte à tout. Je vous remercie.